Bonjour à toutes et à tous. Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actifs, consulter les bulletins de paye de ses collègues et réduction pour les adhérents à un organisme agréé, ce sont les titres à la une de ce vendredi 31 mars. En cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs d'une société en liquidation judiciaire, le tribunal peut mettre tout ou partie des dettes de la société à la charge des dirigeants fautifs. Encore faut-il pour cela que les fautes de gestion reprochées soient antérieures à l'ouverture de la procédure collective. Une société est placée en procédure collective d'abord en période d'observation dans le cadre d'un redressement judiciaire qui est converti ensuite en liquidation judiciaire. Le liquidateur poursuit alors le gérant en justice pour que sa responsabilité soit engagée au titre de l'insuffisance d'actifs. Il lui reproche notamment d'avoir poursuivi l'activité déficitaire de la société après l'ouverture du redressement judiciaire. Sans succès, seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actifs. Or, lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, la conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure collective. Par conséquent, dans cette hypothèse, une sanction ne peut pas être prononcée à l'encontre du dirigeant en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire. Dans cette affaire, la poursuite d'une activité déficitaire par le gérant au cours de cette période ne pouvait conduire à retenir sa responsabilité. Actualité sociale à présent avec l'affaire suivante. Une salariée, employée successivement par 2 entreprises d'un groupe, est licenciée. Estimant avoir subi une inégalité salariale par rapport à certains collègues masculins, elle saisit la juridiction prud'homale et lui demande la communication d'éléments de comparaison de la part de son employeur. Elle souhaite notamment accéder au bulletin de salaire des collègues en question afin d'obtenir des preuves. Faisant droit à sa demande, la Cour d'appel ordonne aux 2 sociétés de lui communiquer ces bulletins de paye. Les données personnelles pouvaient y être occultées, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération fixe et variable et de la rémunération brute totale cumulée par année civile. Les 2 sociétés saisissent la Cour de cassation car elles estiment que fournir ces informations porte atteinte à la vie privée des salariés. En vain. La Cour de cassation rappelle que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et qu'il doit notamment être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux en application du principe de proportionnalité. Elle rappelle aussi que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments qui portent atteinte à la vie personnelle, sous réserve que cela soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. C'est pourquoi lorsque les éléments demandés portent atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, les juges vérifient quelles données sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et ils cantonnent le périmètre de la production de pièces sollicitées si nécessaire. Ici, toutes ces conditions étant remplies, la salariée a pu accéder au bulletin de paye demandé. Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu selon un régime réel, non adhérentes à un organisme de gestion agréé, subissaient jusqu'à présent une majoration de leurs revenus, quelle que soit leur catégorie d'imposition. Les entreprises adhérentes en étaient en revanche dispensées. Cette majoration de leurs revenus étant définitivement supprimée à partir de cette année, la question a été posée de savoir si l'autre avantage accordé aux adhérents allait être supprimé. Il s'agit de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité, limitée aux 2/3 des dépenses engagées dans la limite annuelle de 915 €. Réponse négative du ministre de l'Économie. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Très bon week-end à toutes et à tous et à lundi pour la suite de l'actualité juridique.